Bonsoir Mirella, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mirella, Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir à mesdames. tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Myrina. Bonsoir Mirella. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'ai juste simplement un petit problème d'écran. Voilà. Ok, je vous vois tous. Donc, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir. Je vois comme souvent, ma lumière qui s'est cassée la figure. Des visages connus, des visages un peu moins connus. Si, là, je vois surtout des visages connus, des noms un peu moins connus. Donc, comme toujours, je vous invite à éteindre votre micro si vous voulez voilà, respecter le son pour tout le monde, excepté si vous avez besoin de prendre la parole. Effectivement, à la fin de la séance, vous aurez un temps pour les questions, à la fin de la conférence. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien, rien. Je vais commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une conférence sur un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je reçois très souvent des personnes avec cette pathologie-là et j'ai voulu m'intéresser d'un peu plus près à ça, faire une petite synthèse vue par le décodage biologique de qu'est-ce que c'est que la fatigue. Alors, avant toute chose, je vais vous partager des petites images, bien entendu. Hop. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la fatigue? Vaste sujet. Quand je vous avais demandé, y a-t-il un thème qui vous plairait que je développe, celui-là était revenu à plusieurs reprises. Donc, la fatigue, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est souvent perçu comme un simple manque d'énergie, du petit manque d'énergie qui s'installe comme ça progressivement, petit à petit, l'air de rien, jusqu'à l'épuisement qui fait qu'on n'arrive plus du tout à se lever le matin, à penser, qu'on a le sentiment que toute la vie devient pesante. Ça peut nous tomber dessus brutalement également. Et ce type de fatigue qui m'intéresse, c'est bien sûr la fatigue qui n'est pas générée par une maladie. Donc, je ne vais pas parler de la fatigue qui est générée, par exemple, par l'hypothyroïdie ou la fatigue qui serait générée par du diabète ou de la fatigue qui serait générée par n'importe quelle autre maladie. Ce qui m'intéresse là, c'est la fatigue hors carence, hors maladie organique. Donc, la fatigue qui n'aurait pas de sens, quoi, apparemment. Pas d'explication médicale, en tout cas. Donc, elle est particulièrement invalidante, cette fatigue, puisque comme il n'y a rien qui l'explique, eh bien, elle est très souvent incomprise. Les gens vont voir le médecin, ils sont là, ils disent « Ok, je me sens très fatigué. Bon, on fait une batterie de tests, d'examens, on se rend compte qu'il n'y a rien, et puis on prend des vitamines, mais on est fatigué quand même, ça dure un certain temps, et le médecin finit par dire « c'est le stress ou c'est dans votre tête ». Alors, de ces types de fatigue-là, eh bien, il y en a plusieurs formes. On va les appeler des fatigues fonctionnelles ou non pathologiques. Et bien sûr, on sait qu'elles vont, quand bien même elles ne sont pas issues d'une maladie, eh bien, résulter d'un déséquilibre, forcément, dans notre mode de vie, dans nos rythmes, dans notre environnement et nos états intérieurs. Donc, ce qui va être intéressant, bien entendu, eh bien, c'est de s'intéresser sur le signal qui est la fatigue, puisque quand aucune maladie ne l'explique, elle devient un symptôme à elle toute seule, un signal à écouter. Or, vous savez qu'en décodage biologique, on aime bien penser à- à tous ces signaux du corps comme autant de solutions d'adaptation à quelque chose. Donc, on va se poser cette question, et si chaque type de fatigue était une occasion de changer quelque chose, et surtout quoi? Qu'est-ce que la fatigue vient nous raconter de nous-mêmes, de nos déséquilibres, et en quoi c'est une bonne solution pour notre corps, et qu'est-ce qu'on cherche à changer à travers ça? Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a différents types, donc je me suis amusée à les classer selon
la manière dont elle serait classée, on va dire, médicalement, bien que ce ne soit pas un diagnostic médical. Et j'ai aimé vous proposer cette petite métaphore. Imaginons notre corps qui serait comme une voiture. Vous savez, quand vous conduisez une voiture, vous avez un tableau de bord et le tableau de bord vous envoie des signaux comme ça, il y a des petits voyants qui s'allument. En général, rien ne s'allume, mais quand ça s'allume, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Donc, imaginons qu'il y a des signaux qui s'allument sur votre tableau de bord et un signal qui indiquerait, par exemple, que votre moteur est en surchauffe. Donc, c'est le signal que vous forcez trop, que vous devez ralentir, vous forcez trop par rapport aux capacités de votre moteur. On parlera donc de fatigue physique. Imaginons que ce n'est pas le moteur qui s'allume, mais une panne électronique. Attention, panne électronique. Le signal, c'est que vous êtes en surcharge mentale et cognitive. Tout à coup, la batterie a du mal à se mettre en route, les feux vacillent, les portières ne s'ouvrent plus. Donc, on est dans une fatigue mentale. Imaginons que ce n'est pas un signal sur votre GPS, mais vos freins qui couinent, vos plaquettes de freins qui font couiner, qui couinent sur vos disques, qui sont en train de ronger les disques. Vos freins sont usés. Et pourquoi ils sont usés? À force de trop freiner, bien sûr, de trop ralentir la voiture. Et donc, ce serait le signal que vous retenez trop d'émotions. Ce serait la fatigue émotionnelle. Imaginez maintenant que c'est votre signal de réserve qui s'allume. Vous êtes sur la réserve, il ne vous reste plus beaucoup de carburant. Et en plus, votre GPS est tombé en panne, ce qui fait que vous n'avez aucune idée de la prochaine station essence, vous ne savez pas où elle est. Et donc, vous roulez sans essence et sans direction. Vous êtes dans une fatigue existentielle. Il n'y a plus de sens, plus de direction. Et puis, si votre voiture a un pneu à plat ou bien des pneus non adaptés, comme par exemple, vous vous retrouvez sous la neige alors que vous n'avez pas de pneus neige, eh bien, c'est le signal que vous ne pouvez pas vous adapter au terrain. On va donc parler de fatigue d'adaptation. Donc, dans cette conférence, je vais vous proposer de décortiquer chacune de ces fatigues et de voir qu'est-ce qui peut bien être derrière tout ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir décoder derrière tout ça. Alors, commençons par la fatigue physique. La fatigue physique, eh bien, elle se manifeste par une sensation de lourdeur, de faiblesse musculaire, de baisse de performance, voire carrément une difficulté à mobiliser son corps. Donc, elle est liée à un surmenage corporel. Ou alors un manque de récupération physique, c'est-à-dire que je mène mon corps au bout de ses capacités, mais je ne m'autorise pas à récupérer, je ne lui laisse pas le temps de récupérer. C'est comme un marathon incessant. Donc, évidemment, cette fatigue physique, on va la retrouver de manière fréquente chez les personnes sportives, mais pas seulement. On va la retrouver beaucoup chez les personnes qui sollicitent leur corps énormément, sans contrepartie de repos. Donc, je pense à des personnes qui ont des métiers où elles vont travailler beaucoup, travailler la nuit notamment, ou avoir très peu d'heures de sommeil ou des horaires décalés. Donc, je pense aux infirmiers, infirmières, médecins, chirurgiens, hôtesses de l'air, pilotes, toute personne qui travaillerait à l'usine la nuit, bref, des personnes qui vont mobiliser leur corps en dehors du sport. Donc évidemment, si c'est le rythme professionnel qui explique la fatigue, on s'arrête là. Mais la plupart du temps, les personnes, elles ont quand bien même elles ont un rythme qui est difficile. Ce qu'on observe chez elles, c'est la difficulté à se mettre au repos, la difficulté à accepter de se reposer, de se détendre, de dormir, de relâcher le corps. Or,
ces personnes, souvent, elles vont voir leur corps lâcher d'un coup d'un seul. D'un coup d'un seul, elles vont se retrouver sans énergie, parfois de manière extrêmement brutale, ça arrive vraiment un beau matin. Et donc, on est vraiment dans cette histoire de corps qui dit stop au combat. Ça suffit. J'en ai marre de tenir, j'en ai marre de lutter, j'en ai marre de me battre pour exister, j'en ai marre de porter les autres, j'en ai marre de tenir tout le monde encore et encore et encore. Et donc, c'est vraiment euh, un, un conflit qui va se retrouver chez ces personnes qui ont cette impression que tout repose sur elles. C'est presque une histoire de survie. On est vraiment dans la lutte, dans la survie et le devoir également. Je dois tenir pour ma famille. Je dois lutter pour les autres. Je reçois par exemple comme ça une jeune femme qui vient d'avoir un bébé et elle est complètement épuisée physiquement. Son corps commence à souffrir de tout un tas de symptômes, mais le symptôme principal, celui par lequel tout a commencé, c'est vraiment une intense fatigue. Et puis, quand je l'interroge sur le fait de devoir tenir, de devoir se battre encore et encore, eh bien, elle me dit qu'effectivement, c'est sur elle que repose toute la charge familiale, puisque juste après la naissance de son bébé, eh bien, elle a appris que son mari avait un cancer. Elle a d'autres enfants par ailleurs, donc elle a 3 enfants. Et voilà que juste après la naissance de son troisième, son mari, on lui déclare un cancer et elle doit tenir toute la charge. Donc, elle tient pour les enfants, elle tient pour son mari, elle tient la maison, elle va au travail puisqu'elle doit ramener aussi l'argent. Elle ne doit pas lâcher. On va retrouver aussi là derrière des histoires de performance. Je veux être performant physiquement. Avec une notion de devoir prouver sa valeur. C'est parce que je suis performant, c'est parce que je tiens, c'est parce que je repousse mes limites que j'ai de la valeur. C'est cet employé à qui le patron peut demander ce qu'il veut, toujours plus et toujours plus et toujours plus. Tu me feras tel dossier pour demain et puis il est important que tu boucles tel autre dossier pour après-demain. Oui, mais là, ce soir, je devais rentrer. Oui, mais c'est vraiment urgent. Et d'accord, je vais vouloir prouver ma valeur. C'est comme ça que je me sens reconnue, c'est comme ça que je me sens valorisée. Et par conséquent, je poursuis, je dépasse mes limites physiques encore et encore et encore. C'est ce type de fatigue qui va pousser les gens au burn-out, notamment. On va aussi retrouver dans ce type de fatigue cette notion de soumission. C'est-à-dire que la personne, elle vit un, un double conflit de devoir se battre pour son territoire ou de devoir être reconnue sur son territoire ou de devoir tenir bon sur son territoire, ne rien lâcher, résister. Donc, pour ceux qui ont étudié le décodage, vous vous souvenez qu'il y a les deux hémisphères du cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche, avec tous les relais sur le territoire. Et puis voilà que cette personne, elle vit un conflit d'un côté, un conflit de l'autre, avec cette notion de devoir lutter, se battre, résister, ne pas lâcher, se faire reconnaître sur le territoire. Et puis, quand arrive au moins 2 conflits avec une forte double contrainte, eh bien, la personne bascule dans ce qu'on appelle un patt hormonal. C'est-à-dire que tout à coup, elle n'est plus ni sur ses hormones féminines, ni sur ses hormones masculines. Donc, habituellement, lorsque tout va bien,
bascule comme ça dans la journée ou dans différents moments de la semaine, du mois, selon qu'on soit un homme ou une femme, on bascule sur une énergie plus yang, plus masculine, ou bien une énergie plus yin, plus réceptive. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre comme de l'équilibre parfait entre ces hormones masculines et féminines. Sauf que équilibre, c'est pas le mot, c'est une espèce une espèce de mise en veille, comme ça, des hormones. On peut plus fonctionner ni sur les unes ni sur les autres. On n'a plus accès à son yang, on n'a plus accès à son yin. On a juste accès à rien du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme un enfant à qui on dit tiens-toi droit, fais ceci, fais cela, va te laver les dents, va te coucher, lève-toi, va à l'école. Donc, tout simplement, un enfant soumis qui attend que l'autorité décide pour elle ce qu'il faut faire. Donc, ces personnes-là, elles vont exprimer vraiment un type de fatigue physique. Je me sens très fatiguée et en même temps, une espèce de sentiment de ne plus rien désirer, de ne plus avoir envie. Euh, j'ai, je me sens oui, comme si j'étais euh, vidée, vidée et soumise. On n'a qu'à décider pour moi. Et souvent, la personne finit par trouver confortable qu'on décide pour elle. Il y a un deuxième type de fatigue qui n'a rien à voir avec la fatigue physique. Cette fois, c'est la fatigue mentale, cognitive. Donc là, en jargon de décodage, on va parler de thalamus. Le thalamus, c'est cet organe à l'intérieur de notre cerveau qui censure ce qui devient, qui censure, qui fait le filtre, le passage entre ce qui est conscient et ce qui doit être inconscient. Et donc, il censure certaines informations pour ne pas qu'elles deviennent conscientes. Il les laisse dans l'inconscient. Donc, c'est vraiment notre juge intérieur, notre censeur intérieur. C'est celui qui nous permet de contrôler les choses, de diriger, de maîtriser les choses, et notamment nous-mêmes, nos émotions, nos comportements. Donc, c'est notre censeur et notre tour de contrôle intérieur, le thalamus, notre juge intérieur. Et donc, la personne qui souffre de fatigue mentale, c'est une personne qui a le mental qui tourne en boucle. Elle n'arrête pas de penser. C'est la personne qui sera volontiers sujette aux maux de tête, par exemple, aux migraines. Donc, elle a le mental qui tourne en boucle. Et puis, le besoin qui est derrière, c'est un besoin, bien sûr, de tout contrôler, de tout maîtriser autour d'elle, de toujours trouver des solutions. Et la croyance qui est en arrière-plan, c'est que si elle lâche le contrôle, il y aura danger. Si elle lâche le contrôle, il y aura danger. Donc, ce sont des personnes qui vont s'épuiser mentalement. Physiquement, elles peuvent aller bien, mais elles vont voilà, souffrir de maux de tête, devoir à terme souffrir de troubles de la concentration, ne plus arriver à rien contrôler finalement avec leur tête, euh, entrer dans une espèce de confusion comme ça, cognitive. Et on peut retrouver également derrière la fatigue mentale, il y aura toujours le contrôle, hein, mais ça va avec la notion de perfectionnisme. Je dois être parfait. Donc, ce sont des personnes qui souffrent d'un conflit de perfection parce qu'on leur a appris, on leur a demandé d'être parfait ou parfaite, ou parce que dans leur famille, il faut être parfait ou parfaite. Et il faut être parfait ou parfaite, souvent parce qu'il ne faut pas qu'on puisse nous reprocher quoi que ce soit, il ne faut pas qu'on puisse nous accuser à tort, il ne faut pas qu'on puisse être déshonoré, par exemple, la famille ne doit pas être déshonorée. Donc, c'est vraiment une manière de porter comme ça la valeur de soi à son maximum. Et donc, la personne, elle va passer sa journée à vivre une espèce de dissonance cognitive entre l'image qu'elle veut montrer,
une image parfaite, donc la parfaite professionnelle, le parfait parent, la parfaite sœur ou le frère parfait, l'ami parfait, le petit-fils parfait, donc le voisin, la voisine parfaite. Et puis l'image, qu'en réalité, elle est à l'intérieur, enfin l'image, la personne qu'elle est à l'intérieur. Donc il y a une dissonance cognitive entre ce qu'elle veut montrer et ce qu'elle est à l'intérieur. Avec évidemment un très fort sentiment que si les gens voyaient ce qu'elle est à l'intérieur, eh bien, ils seraient terriblement déçus, ils la jugeraient, etc. J'ai reçu comme ça une jeune femme également, elle aussi, maman de 2 enfants, et puis elle tient à un haras avec des chevaux et elle me consulte parce qu'elle est complètement épuisée, fatiguée, mais pas physiquement. Physiquement, pourtant, elle se lève tôt, elle s'occupe de ses très nombreux chevaux, de tous ces animaux. Elle n'a pas que des chevaux, elle a des chiens, des chats, elle s'occupe de ses enfants, du matin jusqu'au soir, mais ça la dérange pas. Elle est même très, très bien quand elle est, en train de bouger physiquement, c'est mentalement. Et là où elle voit qu'elle est mentalement fatiguée, c'est quand arrive le soir, quand elle doit être en famille avec ses enfants et son mari. Et là, elle a le sentiment qu'elle va exploser vraiment. Elle n'a plus envie d'être avec les gens. Euh, Elle me dit vraiment, je dois avoir un problème parce que je sens que je peux plus en fait. J'ai juste envie d'aller dans ma chambre et qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête de me parler. Leur discours me fatigue, leurs demandes me fatiguent, tout me fatigue. Et donc évidemment, elle croit que c'est elle qui a un problème. Et puis, en parlant avec elle, eh bien, je me rends compte qu'elle est dans un perfectionnisme de tous ses rôles, dans une idée de ce qu'elle doit être en tant que mère, en tant qu'épouse. Et en tant que professionnelle, ça va, c'est son affaire, c'est elle qui gère, elle fait ce qu'elle a envie. Mais en tant que mère et en tant qu'épouse, et en tant qu'amie, et en tant que fille de ses parents, elle a une idée très perfectionniste de ce qu'elle doit être. Et donc, plus elle se force à être cette mère parfaite, cette épouse parfaite, cette fille parfaite, et plus elle se fatigue, et plus elle finit par être à crever comme ça la dissonance entre elle-même et l'image qu'elle veut montrer, et elle en finit complètement épuisée, au point qu'elle en rejette ses proches, en croyant qu'elle est bien sûr coupable, que ça s'accompagne de culpabilité, tout ça. Encore un autre type de fatigue, la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, elle, elle est sournoise, celle-là. Elle s'installe progressivement, tranquillement, l'air de rien. Euh, c'est la personne qui est dans l'interdiction, l'auto-interdiction souvent, d'exprimer ce qu'elle ressent. Pour plusieurs raisons. Soit parce que ça ne se fait pas, on lui a appris comme ça dans la famille, show must go on. Il faut avancer, soit parce qu'on n'a pas le temps, hein, on a d'autres choses à faire, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du travail, et il faut faire toutes ces choses-là. Et donc, c'est une accumulation comme ça d'émotions qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites, avec souvent de la loyauté à l'autre. Euh, L'autre passe avant moi, le bien-être de l'autre passe avant moi. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment orientées vers les autres, vers le bien-être des autres. Et donc, elles finissent par se montrer petit à petit épuisées, comme ça, à contenir au jour le jour, encore et encore et encore, des charges émotionnelles pour toi déjà, les leurs, et puis pour les autres aussi. C'est typiquement la personne, l'infirmière, qui passe ses journées à écouter les gens, à les accompagner, à les voir souffrir, ça peut la toucher. Et puis elle-même, eh bien, elle ne dit rien de ce qui la touche, puisque bah, il faut continuer, hein, elle n'a pas le temps, il faut passer d'une chambre à l'autre, d'un soin à l'autre. Le soir, bah, il faut s'occuper des enfants, et on n'a pas le temps, puis elle ne va pas partager avec eux tout ce qu'elle a vécu dans la journée. Et puis le lendemain, ça recommence. Et puis ça recommence. Et puis ça recommence. Et c'est sans fin. Et donc, ces personnes qui finissent par être comme
J'ai le mot essoufflé qui me vient, puisque c'est l'effet que ça me fait, rien que quand je vous en parle, hein, une espèce d'essoufflement comme ça. Si ça devait se transformer en maladie physique, ça irait jusqu'aux insuffisances, les insuffisances bronchiques, les insuffisances cardiaques, etc. Donc, c'est ces charges émotionnelles répétées comme ça et qu'on contient encore et encore et encore. Donc, la personne, elle a comme le cœur trop plein et elle aurait besoin d'une permission de pouvoir s'exprimer. Alors, ce n'est pas forcément parce qu'elle est dans le mental qu'elle ne peut pas s'exprimer, parce qu'elle est dans le contrôle, c'est vraiment, elle est dans le contenant, elle contient. Elle contient parce qu'elle n'a pas le temps, parce que ce n'est pas le moment, parce que ça va déranger les autres, euh, parce que, euh, parce que ce serait m'occuper de moi et si je m'occupe de moi, je ne peux plus m'occuper des autres, etc. Donc, il va falloir, avec cette personne, trouver un moyen de, de l'aider à trouver cet espace et cette permission intérieure, de juste s'exprimer. Je cherche un exemple. C'était une femme, toujours. J'ai reçu beaucoup de femmes fatiguées, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes fatiguées. C'était une femme sans enfant qui a un métier très beau, très particulier. Elle est accompagnatrice, elle est pianiste et elle travaille dans une grande école de musique et elle accompagne les chanteurs d'opéra, les apprentis chanteurs d'opéra, les élèves. Et donc, elle est vraiment toujours cet intermédiaire entre les profs et les metteurs en scène qui dirigent les chanteurs d'opéra et les chanteurs d'opéra eux-mêmes. Donc, elle m'a soigneusement expliqué son métier. Elle doit vraiment faire le tampon, en fait, entre les deux, euh, avec les exigences des profs, la charge émotionnelle des élèves qui parfois n'osent pas dire à leurs profs ou à leur metteur en scène ce qu'ils ressentent, mais qui vont se retourner vers elle pour pouvoir voilà, quand le prof a le dos tourné, pour dire comment ils se sentent avec le prof. Et puis inversement, quand les élèves ont le dos tourné, c'est le prof qui dit, oh là là, avec cet élève, je ne m'en sors pas. Heureusement que vous êtes là pour apporter du vôtre. Donc, elle est toujours en train de faire le lien comme ça entre prof et élève. Et donc, elle reçoit comme ça les émotions des uns, les émotions des autres. Euh, et c'est une personne très discrète qui, elle, ne dit rien. Elle ne dit rien. C'est une profession très discrète. Elle n'est pas sur le devant de la scène. Elle est là en soutien. Euh, euh, quand les élèves passent l'audition, le spectacle, l'examen, elle n'est que l'accompagnatrice, vous voyez, celle dont on ne fait pas attention à l'accompagnatrice. On fait attention au chanteur ou à la chanteuse. On félicite le metteur en scène et, et l'enseignant, mais l'accompagnatrice, on s'en fout. Donc, on s'en fout dans toutes ses dimensions, y compris émotionnelles. Et puis, elle rentre complètement dans ce rôle comme ça, qui est de prendre, de contenir les émotions des uns, les émotions des autres, de les faire vivre à travers sa musique, et elle ne dit rien. Et elle contient, et elle contient, et elle contient. Et elle finit par me consulter en me disant, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée, parce que j'aime mon métier, mais qu'est-ce que je suis fatiguée. Elle est complètement là-dedans. La fatigue psychique existentielle. Là, on est vraiment dans cette fatigue profonde qui s'accompagne très souvent de dépression, d'anxiété, où la personne, elle est très très mal, non seulement physiquement, mais psychiquement. Elle parle d'un vide intérieur. Elle peut même parfois ne plus savoir qui elle est. Elle peut avoir perdu même son identité. Elle parle d'un vide de sens, plus rien n'a de sens, je n'ai plus goût à rien. Je me sens presque fatiguée d'exister, fatiguée de vivre. Ou bien ce sont ces personnes qui disent j'aimerais bien faire des choses, j'ai des désirs, j'ai des envies, mais au moment de le faire, je suis fatiguée.
suis fatiguée, j'y arrive pas. J'arrive pas à me mettre en action. Donc là, on va retrouver différents conflits bien connus des décodeurs. Ce fameux conflit des glandes surrénales, ces glandes qui sécrètent du cortisol notamment, qui nous mettent en mouvement, lorsqu'on a décidé de s'engager dans une action, de s'engager dans une direction. Le matin, ce sont ces glandes qui vont sécréter du cortisol pour qu'on se mette en route, pour qu'on s'éveille et puis qu'on on passe à l'action de ce qu'on a désiré faire, décidé de faire. Et bien là, dans ce conflit des surrénales, bien que apparemment les surrénales fonctionnent, il y a comme des espèces de chutes comme ça de cortisol où la personne, elle, elle est au moment de passer à l'action, toute la voiture s'éteint, quoi. Il n'y a plus possibilité d'avancer. Et donc, on sait qu'à l'origine de ce conflit, s'arrêter au moment de passer à l'action, il y a ce conflit d'avoir pris le mauvais chemin. Je me suis trompée de chemin et ça a eu des conséquences dramatiques, par le passé, bien sûr. Et donc, comme j'ai pris le mauvais chemin, j'aimerais en changer, mais je pourrais me tromper encore. J'aimerais changer de direction, j'aimerais m'orienter, j'aimerais m'engager vers autre chose. Mais comme je me suis déjà trompée une fois, il se pourrait que je me trompe encore et que ce soit encore plus dramatique. Donc la solution, c'est vous, de rester sur place, ne plus avancer. J'ai reçu un monsieur, cette fois, extrêmement fatigué. Il me disait, il était relativement jeune, il me disait être militaire de carrière, ça faisait 20 ans qu'il était dans l'armée, et il voulait s'orienter. Il me disait, j'ai envie de démissionner et je voudrais changer de métier parce que militaire n'a plus de sens pour moi. Et j'hésite. J'hésite entre pompier ou brasseur de bière. Avec des potes, on voudrait ouvrir une brasserie de bière, brasser de la bière. Et en fait, quand je pense à ces deux projets, les deux me séduisent, mais au moment où je pense passer à l'action, je m'imagine en train de tout mettre en œuvre pour ouvrir cette brasserie de bière, ou bien tout mettre en œuvre pour devenir pompier. Je me sens épuisée, j'y arrive pas. Et je ne trouve pas l'énergie. Je trouve pas l'énergie pour passer à l'action, pour décider, et du coup pour démissionner même. Du coup, je démissionne pas, et alors aller au boulot tous les matins, ça me saoule et ça me fatigue, et je suis si fatiguée. Et donc, ce monsieur, quand on recherche l'origine de son erreur, puisque c'est ça que je cherche, à quel moment vous avez pris le mauvais chemin? Eh bien, tout simplement, c'est quand il s'est engagé dans l'armée. Il avait choisi de s'engager dans l'armée pour fuir un environnement familial trop autoritaire, trop cadrant, qui allait, il vivait à la campagne, son père refusait qu'il fasse des études, il voulait l'obliger à reprendre la ferme familiale. Et lui, pour fuir et pour avoir l'opportunité de s'éduquer et de faire quelque chose d'autre, il a choisi de s'engager dans l'armée très jeune. À peine il a eu 18 ans. Et au moment où il monte les marches de la caserne et où il voit le colonel devant lui qui lui donne ses premiers ordres, eh bien, il comprend qu'il est passé d'une prison à une autre, le commandant ressemble trait pour trait de caractère à son père, qui lui interdisait toutes sortes de choses. Donc, il s'est engagé pour je ne sais plus combien d'années, et pour lui, j'ai fait la pire erreur de ma vie, je me suis trompée de chemin. Donc au moment de vouloir changer de chemin, c'est plutôt positif, eh bien il est épuisé parce qu'il ne peut plus prendre ce risque. Donc le conflit des surrénales. Mais derrière cette fatigue existentielle, il peut y avoir aussi d'autres conflits qui entraînent des fatigues encore plus pesantes, avec une sensation de vide encore plus pesante. Ça peut être par exemple le conflit de perte, c'est-à-dire la personne qui a perdu un être cher et qui a la sensation, quand cet être cher s'en est allé, d'avoir perdu le sens de la vie. Ma vie s'est arrêtée quand j'ai perdu cette personne
à quoi bon vivre si l'on perd les gens que l'on aime? Donc là, c'est une problématique de deuil, bien sûr, et de loyauté. C'est-à-dire que la personne, en quelque sorte, elle meurt un peu avec le défunt. Elle s'interdit de revivre, de re-être heureuse. Il y a certaines personnes qui vivent des événements dramatiques, qui ne sont pas forcément des décès. Ça peut être des guerres, des attentats, des drames familiaux terribles, des agressions. Et puis, elles vont vivre ces événements-là, quels qu'ils soient, avec un grand sentiment de désespoir. C'est-à-dire qu'au moment du choc, au moment de vivre cet événement, il n'y a plus d'espoir dans le futur. Il n'y a plus d'espoir dans un changement possible, dans quelque chose de meilleur. Donc, on peut demander à ces personnes à quel moment dans votre vie vous avez perdu tout espoir dans le futur, tout espoir d'être heureuse. Et donc, que ce soit la perte ou n'importe quel événement qui engendre le désespoir, il y aura bien sûr des croyances négatives sur le futur, limitantes sur le futur, qui font que la personne, elle n'a plus intérêt à avancer. La fatigue est là comme une solution pour tout arrêter, en fait, et pour rester là. Rester là en mode économie d'énergie, mais parce que ça n'a pas de sens. On tourne en rond sur soi, on n'a plus d'essence, il y a plus de, il y a plus de raison d'avancer. Et enfin, la fatigue d'adaptation, qui peut parfois rejoindre un peu la fatigue existentielle, psychique. C'est la fatigue où la personne, elle n'arrive pas à s'adapter au changement. Pour plusieurs raisons, soit elle a vécu une totale perte de repères. Les décodeurs connaissent ce conflit comme étant le conflit d'écroulement qui concerne les collecteurs des reins. Les collecteurs des reins étant ces parties des reins qui gardent l'eau à l'intérieur du corps, qui décident combien d'eau on garde à l'intérieur du corps, combien d'eau on relâche. Et l'eau, pour notre biologie, c'est notre repère vital. Donc, quand on a vécu un conflit de perte de repères, on va avoir tendance à garder l'eau, ça c'est physiquement, garder nos repères, mais au niveau vraiment du ressenti, on va se sentir extrêmement fatigué, comme si on était arrêté sur place, parce qu'on ne sait plus où aller. Alors, ce n'est pas que on n'a plus de GPS, c'est que le décor ne ressemble plus à rien. C'est comme si on habitait un village et que du jour au lendemain, le village est rasé. Et là où il y avait une église, il n'y a plus d'église. Là où il y avait l'école, il n'y a plus d'école. Là où il y avait la poste, il n'y a plus de poste. Il n'y a plus que des décombres. Et je ne sais plus où aller. Je ne sais plus que faire. Je ne sais même plus où j'habite. Je ne sais même plus où est ma place. Et donc, bien sûr, souvent, ces personnes, après cet écroulement, cette perte de repères, elles se retrouvent confrontées à un changement, à une nouveauté. Et ça va créer une tension entre mes anciens repères qui ont disparu d'un coup, je n'ai pas demandé à ce qu'ils disparaissent, et les nouveaux repères que je ne connais pas, que je n'ai pas demandé non plus. Donc, quelque part, je suis tiraillée entre ce que j'ai quitté, que je voudrais pouvoir retrouver, mais qui n'existe plus, et ce que j'ai là, qui sont des nouveaux repères, mais auxquels j'ai du mal à m'adapter, parce que ce n'est pas les miens, parce que ça ne parle pas la même langue que moi, parce que je ne sais pas où est ma place, parce que je ne sais pas comment il faut faire. Donc, c'est typiquement le conflit que vivent les personnes qui vivent des migrations. Des migrations pour cause de guerre, des migrations pour cause de conflits,
Voilà, donc on en a pas mal en ce moment, des personnes qui migrent sur la planète. Donc des personnes qui sont obligées de quitter leur pays d'un coup, d'un seul, et qui se retrouvent tout à coup dans un nouvel environnement. Ils ont perdu tous leurs repères, mais ils ne savent plus s'adapter à leurs nouveaux repères. Et donc, bien sûr, ça crée un grand sentiment d'insécurité, hein. Et ça va donner un type de fatigue qui s'installe vraiment dans le temps, comme si la personne était complètement épuisée, en mode survie. C'est vraiment le conflit de l'écroulement, pour vous donner une métaphore, c'est celui du poisson rouge, ou du poisson, je ne sais pas pourquoi j'ai dit rouge, du poisson tout court, qui aurait été échoué hors de l'eau. Donc, il a perdu ses repères aquatiques. Dans un premier temps, très peu de temps d'ailleurs, il se débat, il essaye de trouver de l'air qu'il ne trouve pas, bien sûr, puisqu'il est censé prendre l'oxygène dans l'eau à travers les branchies. Et il n'est pas adapté pour l'air, donc il cherche l'oxygène. Et puis, ce poisson, eh bien, très rapidement, il se couvre d'une substance aqueuse pour garder le maximum d'eau autour de lui. Donc, il garde un maximum de repères aquatiques. Il se met en mode survie. Il respire à minima. Il ne fait plus aucun mouvement pour deux raisons. Un, éviter de mourir par trop de mouvements. Deux, espérer retourner dans ses anciens repères, espérer que l'eau, la vague, revienne le chercher. Donc la personne qui a un conflit d'écroulement, elle est en quelque sorte comme un poisson hors de l'eau, en insécurité extrême et donc en mode survie. Minimum de mouvement, minimum d'énergie dépensée. Donc la fatigue est une solution pour garder un maximum d'énergie, de repères à l'intérieur de soi, une espèce de sécurité intérieure la plus minimale qui soit, en attendant que ça aille mieux et que les repères reviennent. Donc avec ces personnes, il va falloir reconstruire un sentiment de sécurité intérieure, il va falloir construire une capacité d'adaptation, de changement de repères. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de faire le deuil des repères passés. Faire le deuil des repères passés. Donc ce ne sont pas forcément des gens qu'on a perdus, mais ça peut être des villes, une maison, un pays. Ça peut être des gens. Donc on peut perdre ses repères quand on doit migrer, on peut perdre ses repères quand on vit la séparation de ses parents, par exemple. On peut perdre ses repères quand quelqu'un décède, on peut perdre ses repères quand on est obligé de déménager ou de changer d'école, parce que nos parents nous y obligent. Il y a toutes sortes de raisons, hein, de perdre ses repères. Alors, évidemment, toutes ces fatigues, elles peuvent se combiner. Donc, voyons voir ce qui va amplifier la fatigue, ce qui va maintenir la chronicité, ce qui fait que la personne, elle arrive en vous disant: «Oh là là, je suis fatiguée depuis 30 ans» ou bien «Je suis fatiguée depuis 6 mois, mais je ne comprends pas, j'ai jamais été comme ça et ça ne s'en va plus, ça s'est installé, c'est là et je ne sais plus quoi faire pour que ça s'en aille». Donc, tous les types de fatigue qu'on a cités peuvent se combiner, évidemment. Donc, quand plusieurs types de fatigue se combinent, fatigue physique, mentale, émotionnelle. Donc, j'ai reçu, par exemple, une jeune étudiante en magistrature et elle voulait être juge, cette jeune personne brillante. Et elle était complètement épuisée et donc évidemment, la première chose qu'elle me dit, c'est: «Oh là là, c'est terrible, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, mais
que j'entends très vite, c'est qu'elle est la seule à travailler aussi fort. Elle travaille le jour, elle travaille le soir, elle travaille la nuit, elle ne dort que 4 heures par nuit, elle ne s'autorise pas à sortir, elle ne s'autorise pas à faire la fête avec les autres étudiants, elle ne s'autorise pas à avoir des amis, elle ne fait que travailler, travailler, travailler. Donc j'entends déjà que cette personne, elle est dans un stress de ne pas réussir, donc elle est dans une dévalorisation et elle pousse son physique au-delà du possible et pas que son physique, elle pousse aussi son cerveau au-delà du possible. Donc elle a à la fois une fatigue physique, une fatigue mentale, donc elle veut prouver sa valeur, elle veut prouver qu'elle peut réussir, elle est dans un conflit de perfection, elle veut être la meilleure de sa promo. Et pourquoi est-ce qu'elle veut être la meilleure de sa promo? Eh bien parce qu'elle est issue d'une famille où personne n'a fait d'études, et quand elle a déclaré qu'elle voulait devenir magistrate, les gens ont ouvert, les parents, la famille ont ouvert des grands yeux en lui disant: «Écoute, si tu veux, tu peux faire ça, mais bon, je pense que tu ne vas pas y arriver parce que personne n'a fait d'études dans la famille et je vois pas pourquoi, toi, tu serais plus sous-titrée, tu serais plus intelligente que nous, en quelque sorte. Hem, donc le message était vraiment: «On t'aime, tu es notre fille adorée, mais bon, on pense pas, on croit pas en toi et en tes capacités, mentales pour devenir magistrate, quoi, pour faire même pour faire des études, on trouve ça bizarre, puisque tu es censée être un un petit, comment dire? Faire partie des petites gens, je me souviens que c'était ces termes. Et donc, elle veut pouvoir prouver à sa famille qu'elle peut y arriver, et en plus, du coup, comme sa famille, ne croit pas en elle, quand elle va voir sa famille, elle lui demande: «Alors comment ça se passe?» Surtout, elle ne dit rien. Elle retient toutes ses émotions, elle ne veut pas se plaindre, parce qu'elle ne veut pas leur donner, raison, finalement. Donc elle enchaîne fatigue physique, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, puisque émotionnellement, elle en peut plus de tenir et elle en peut plus, de toute cette loyauté. Bref, elle est épuisée. C'est très souvent que les fatigues se combinent. On a rarement que de la fatigue physique ou que de la fatigue mentale ou que de la fatigue émotionnelle. Les unes et les autres se combinent à la perfection. Un verrouillant de la fatigue, c'est la peur. La personne peut, avoir envie de tout contrôler, elle peut, avoir envie de prouver sa valeur, elle peut, avoir besoin de lutter pour sa survie, mais c'est encore pire quand elle a peur. Peur dans le futur de ne pas y arriver, peur dans le futur de ne pas contrôler, peur dans le futur de ne plus jamais être en forme, peur d'être jugée si elle exprime ses émotions, peur de déplaire, peur de décevoir si elle s'arrête, peur de perdre à nouveau tous ses repères, etc., etc. La peur est un ressenti qui amplifie le conflit en lui-même. Donc plus la personne est dans la peur du futur et de ce qui pourrait lui arriver dans le futur, et plus elle fatigue. Plus elle lutte et plus elle fatigue. Un autre verrouillant que j'ai entendu parfois, c'est quand la personne s'identifie à sa fatigue. J'ai déjà entendu des personnes me dire: «Moi, je suis née fatiguée» ou bien: «Je suis quelqu'un sans vitalité, donc j'ai peu de vitalité, c'est moi. Ça fait partie de ma structure, de moi, comme, je suis quelqu'un avec les yeux bleus, je suis quelqu'un sans vitalité». Donc ça, c'est une croyance. La personne confond son symptôme, la fatigue, avec qui elle est. Et c'est très souvent le cas quand la personne est fatiguée, effectivement, depuis longtemps. Donc il y a des personnes qui sont fatiguées depuis l'enfance, fatiguées de lutter, fatiguées de prouver, fatiguées d'être loyales, fatiguées de se taire, fatiguées, de ne pas avoir de sens. Et donc elles ont l'impression que ça fait partie d'elles et qu'elles ne seront jamais, en capacité d'avoir du dynamisme. Donc bien sûr, dans ces cas-là, il faut aider la personne à faire la différence entre ce qu'elle est, qui elle est et la fatigue. Autre verrouillant, quand la personne confond fatigue et dépression. Donc très souvent,
quel que soit le type de fatigue, la fatigue peut s'accompagner d'un sentiment de dépression, de découragement, d'angoisse, de peur pour le futur, on a vu, de peur que ça ne s'arrête jamais. Et donc, très souvent, les personnes vont me consulter non pas parce qu'elles sont fatiguées, mais parce qu'elles se disent dépressives. Moi, je décode que c'est de la fatigue, mais elles se disent épuisées et déprimées. Donc, parfois, la personne se croit en dépression et de simplement aller retrouver l'origine de sa fatigue ou les origines de sa fatigue et puis de les libérer une par une, fait que la personne, hop, tout à coup, elle retrouve sa vitalité, elle sort de sa problématique et elle revient dans un dynamisme d'origine. J'ai accompagné un monsieur comme ça qui me consultait pour dépression et il me disait être complètement voilà, fatigué depuis qu'il avait pris sa retraite, sans envie. Donc, il parle de fatigue, hein, souvent dans la dépression, on parle de fatigue, mais surtout, j'ai plus envie de rien, la vie n'a plus de goût. Et puis, en travaillant avec ce monsieur, je me rends compte qu'il est dans un patt hormonal, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, il a vécu un premier conflit où il a dû se battre pour son entreprise et puis il a perdu la gérance, la direction de son entreprise. Et puis, de l'autre côté, il ne s'est plus senti reconnu sur son territoire professionnel en tant que bon professionnel, que bon dirigeant, etc. Et donc, il s'est mis en pâte hormonale, en soumission, tout simplement. Et donc, pour lui, à partir du moment où il s'est retrouvé à la retraite, eh bien, il s'est soumis à la retraite, il se soumet à sa femme, entre guillemets, il s'entend bien avec sa femme, mais c'est plus lui qui décide de rien. Sa femme a envie de partir en voyage, là où autrefois il aurait dit ah oui, ça me plaît bien, on va choisir ensemble la destination. Là, il dit c'est comme tu veux, si tu veux, on va où tu veux, t'as qu'à faire comme tu veux. Alors il n'est pas chiant, hein, parce qu'il fait tout comme veut l'autre, mais il a plus d'envie, il est fatigué, quoi. Et, et donc, en une seule séance, quand on a réussi à repérer ces deux conflits, qu'on a réussi à libérer en une seule séance, il est sorti instantanément de sa fatigue. Donc là, je lui avais donné un autre rendez-vous en croyant devoir peut-être en remettre une couche. Et puis, il est revenu tranquillement en me disant, oh là là, j'ai une page d'enfer, j'ai retrouvé tout mon dynamisme, je vais pouvoir profiter de ma retraite, c'est génial, on a prévu un grand voyage avec ma femme. Donc, c'était une grande surprise pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une fatalité et que la personne pouvait devenir, retrouver son énergie aussi brutalement, j'oserais dire, qu'elle l'a perdue. Et puis, dernier phénomène qui peut maintenir la chronicité de la fatigue, eh bien, c'est que c'est un phénomène auto-déclenchant, c'est-à-dire que ma propre fatigue me fatigue. Quand je suis en contact avec ma fatigue, que je me rends compte que je suis fatiguée, j'essaye de lutter contre ma fatigue et plus j'essaye de lutter contre ma fatigue, physiquement ou bien mentalement ou bien émotionnellement, et bien plus je suis fatiguée. Et plus je suis fatiguée, plus je perds le sens de mon existence et plus je suis fatiguée. Et plus je suis fatiguée, plus je perds mes repères parce que ça ne me ressemble pas, ce n'est pas moi, je ne me reconnais plus et plus je suis fatiguée. Alors, pour résumer, je ne sais pas pourquoi ce slide est moche comme ça, avec des icônes bizarres. J'ai dû faire une erreur au dernier moment quand je l'ai fait. Donc, ne tenez pas compte des petits symboles qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dedans. Vous savez, des fois, PowerPoint propose des mises en page. Il a fait ça tout seul. Mais ce qui est écrit est intéressant. Donc, notre énergie de vie, notre énergie vitale, pour finir sur une autre métaphore, imaginez qu'elle est comme une flamme, mais cette flamme, eh bien sûr, elle éclaire notre chemin, elle nous réchauffe, elle alimente nos élans,
et il faut l'alimenter, évidemment. Donc cette flamme, elle va dépendre de l'huile qu'on lui donne, c'est comme dans une lampe à huile. Et donc, d'abord, il faut lui donner physiquement du repos, de l'alimentation, un mouvement juste. C'est l'huile physique. À cette flamme, il faut lui donner une huile mentale, de l'inspiration, des idées nourrissantes, mais pas trop, du calme intérieur, du silence intérieur. Cette flamme a besoin d'huile émotionnelle, c'est-à-dire des liens sincères, des relations sincères, des larmes libérées, des désirs exprimés, des élans du cœur. Cette flamme a besoin d'une huile existentielle, elle a besoin de sens, d'une direction à notre vie, elle a besoin qu'on alimente nos rêves, qu'on s'appuie sur nos valeurs les plus profondes, qu'on se souvienne de nos valeurs les plus profondes comme étant nos guides intérieurs. Et puis cette flamme, elle a besoin d'une huile d'adaptation, c'est-à-dire une souplesse, une capacité intérieure à danser avec les changements, à s'adapter aux changements, à accueillir, accepter, être curieux et curieuse des changements. Et donc, bien sûr, en décodage, lorsqu'on va accompagner des personnes sur de la fatigue, on va s'intéresser à l'origine, on va identifier les types de fatigue, on va revenir à l'origine des types de fatigue, mais au final, on encouragera les personnes à aller vers toutes ces différences, tout cet équilibre de ressources pour elles-mêmes, trouver la capacité à prendre du repos pour soi, à s'alimenter comme la personne en a besoin, à bouger suffisamment, mais pas trop, à trouver des moments de calme, mais aussi des moments d'inspiration, à s'exprimer, à communiquer ses émotions, à cultiver ses rêves, à s'appuyer sur ses valeurs et à rester souple en toutes circonstances. Tout un programme. Et bien sûr, dans tout ce programme, beaucoup de modération, parce que plus on veut, on s'acharne et on lutte pour arriver à faire tout ça, et plus on fatigue. Donc évidemment, on fait ça avec douceur et bienveillance envers soi, et c'est pas grave si tout n'est pas tout à fait parfait, ni à l'équilibre. Alors, sur ce, j'écoute vos questions. Je vais aller voir le chat pour voir si vous en avez déjà écrites. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole pour me questionner directement, n'hésitez pas. La conférence sera bien sûr retransmise sur YouTube, mais pas forcément tout de suite. Parfois, ça met un mois pour être mis sur YouTube, puisqu'on laisse le temps aux personnes de visionner les anciennes conférences. Mirella, à propos de ça, il y a plusieurs conférences qui n'ont jamais été mises sur YouTube. On t- Mhm. tu transmets ou est-ce que je dis après? Lesquelles? Oui, oui, je transmets. Lesquelles? Alors, j'ai noté, parce qu'on a fait une séance de révision tout à l'heure, et on en a repéré certaines. Attends, j'arrive tout de suite. Alors, sclérose en plaques, thyroïde, digestif et cancer du sein. Très bien, je transmettrai. Donc, les 4 dernières, finalement, à Ouais. partir du mois d'octobre, c'est ça. OK, je transmets. Alors, Faisal demande, merci, il dit que c'est un beau sujet, oui. Finalement, il y a des verrous à vouloir se dépasser, assumer, etc. Donc, est-ce qu'un multidéverrouillant serait suffisant? Donc, qu'est-ce qu'on appelle un multidéverrouillant? C'est ce protocole qu'on utilise euh, pour aller chercher tous les verrous possibles qui nous empêcheraient d'atteindre un objectif. Donc, moi, je l'aime beaucoup, ce protocole. Et effectivement, c'est quelque chose que je peux volontiers utiliser en première intention quand la personne me dit je suis épuisée et que j'entends assez rapidement qu'il y a plusieurs choses qui se télescopent, plusieurs fatigues qui se combinent et plusieurs potentiels verrouillants. Puisque la perfection, le thalamus,
le contrôle, le conflit d'écroulement. Les surrénales font partie des conflits verrouillants. Qu'est-ce qu'on appelle les conflits verrouillants? Ce sont les conflits qui limitent la guérison. Donc, vous avez reconnu plein de verrouillants dans les conflits qui provoquent la fatigue. Donc, effectivement, c'est une bonne idée, fais ça. Et ce protocole multidéverrouillant, il consiste en quoi? À faire imaginer à la personne qu'elle est dans le futur guérie de sa fatigue, en pleine forme, guérie émotionnellement, guérie mentalement, qu'elle est heureuse, en sécurité, en forme, autonome, etc. Et puis, de la faire avancer en direction de son futur. Et puis, dès que la personne ressent un mal-être, une angoisse, quelque chose, hop, on sait qu'il y a un problème. Donc, oh là là, mais si je deviens cette personne heureuse, libre, en pleine forme, alors je suis en danger, ou bien alors je ne serai plus loyale à mes parents qui sont malheureux, ou bien voilà, on va voir apparaître tout de suite les problématiques, ou bien je ne correspondrai plus à l'image parfaite de famille parfaite qu'on a toujours attendue de moi, etc., etc. Donc, bonne idée, fais ça. Alors, Elisabeth me demande, un client de 62 ans qui dit « j'ai une peur importante de tomber en dépendance physique et de subir la maltraitance. » Donc, en tant que personne adulte. Hein. Donc, enfant, il a subi de la maltraitance de son père en disant qu'à ce moment-là, il était dépendant de lui et ne pouvait partir. Pourrait-on l'assimiler à un conflit d'adaptation? Là, c'est plutôt un conflit de peur, tu vois, tout simplement. La personne a peur de revivre ce qu'il a vécu enfant. Donc, enfant, il est dépendant de son père, forcément, et il est maltraité. Donc, si jamais lui, en vieillissant, il devenait dépendant physiquement d'autres adultes, il a peur de revivre la même chose. Je ne l'assimile pas forcément à un conflit d'adaptation, c'est plus une peur de répéter l'histoire. Et donc, je travaillerai avec le conflit de peur, ou j'irai tout simplement, plutôt que de travailler la peur du futur, j'irai travailler le drame du passé, apporter des ressources dans le passé de manière à ce qu'il puisse se libérer de sa peur. Coralie, qui nous dit qu'elle comprend la fatigue qu'elle ressent depuis plus d'1 an, deuil de ma mère que je portais beaucoup. Ok, donc à la fois le deuil, à la fois porté, et qui était au cœur de mon existence. Arrêt d'une activité que j'ai faite plus de 25 ans, mais qui ne faisait plus sens. Ah oui, beaucoup de fatigue accumulée. Du coup, grand sentiment d'insécurité, aucune énergie pour mon nouveau projet. Voilà, les surrénales, qui me tient pourtant à cœur, comme figée et plus capable de faire quoi que ce soit. C'est normal, panne sèche d'essence. Après avoir eu une vie à 100 à l'heure. C'est ça, donc il peut même y avoir ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement. On a lutté, on a tout donné, on a fait des milliers et des milliers de choses et boum, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, plus d'énergie. C'est comme une vagotonie forcée. C'est le corps qui nous oblige à nous mettre en vagotonie, c'est-à-dire dans cette sensation de récupération physique, alors que émotionnellement, on n'est pas très bien, hein, mais pour nous garder en sécurité, en survie, un peu comme le poisson. Sentiment de perte d'élan, questionnement sur un état dépressif, beaucoup de peur. Génial. Et ce soir, je comprends le sens de tout cela. Super, et je suis ravie que ça soit bénéfique. Et donc, il faut aller libérer toutes ces fatigues pour retrouver toute cette vitalité qui, d'après ce que j'entends, est foisonnante. Alors, Christine, qui reçoit aussi de la clarté après sur son burn-out. Ok. Je me reconnais dans la fatigue mentale. Moi aussi, Hélène. Elisabeth, avec quel protocole travailler la peur? Ah, je reviens à la question précédente. Tu te souviens du protocole peur, peut-être, qu'on a fait dans les bases? Souvent, on le fait dans les biobases ou bien dans le module 6. Ou bien, si tu ne le connais pas, tout simplement, on retrouve le programmant de cette histoire. Tu vas dans la maltraitance du passé, tu vas dans le biochoc d'origine. Ok. Alors, Jocelyne me demande, quand on a un conflit de perte d'un de ses parents qui remonte à très loin, est-ce qu'on peut encore déverrouiller ce blocage? Cette perte d'élan causée par la tristesse, bien sûr. Bien sûr. Donc, il s'agit de travailler sur le deuil de ses parents, quand bien même ça remonte à très loin.
on peut avoir le sentiment d'avoir fait le deuil, mais ce qui reste, c'est le sentiment qu'une partie de soi est partie avec. Donc souvent, ce que je propose aux gens, c'est d'imaginer le défunt, quand bien même il est mort depuis très longtemps. Déjà, je vérifie aussi si tout est clair, tout a été dit, s'il reste encore du chagrin. A priori, il en reste si on a le sentiment que, voilà, que quelque chose s'en est allé avec le défunt. Et je propose un travail où je demande à la personne de visualiser la partie de soi, de ses projets, de sa vitalité qui est restée avec le défunt, comme par loyauté, et de la récupérer. Ça nécessite parfois, une négociation, un dialogue avec, le défunt, de manière à pouvoir récupérer cette partie de soi, ou bien des fois une négociation, un dialogue avec soi-même pour, oser laisser, le défunt, parce que les personnes ont parfois l'impression d'être déloyales ou d'abandonner le défunt si elles ne laissent pas une partie d'elles-mêmes et de leur vitalité avec. Je ne sais pas si ça te parle, en tout cas, c'est quelque chose que j'irai chercher en 1er lieu. Alors, je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Est-ce que d'autres personnes auraient envie de me poser des questions en direct? Rada, je t'écoute. Alors, quand il y a comme ça une combinaison de plusieurs fatigues, Oui. euh, pour les identifier en fait, et pour les, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait les libérer une par une. Mhm. Ça me semble compliqué comme ça. Comment est-ce qu'on approche ce type de séance? Alors, euh, donc, c'est toujours pareil, hein, la personne, elle va arriver avec une demande, elle va te dire, je me sens comme ci, comme ça. Donc, la personne, là, dans ce cas de figure très particulier, soit elle te dit, je me sens fatiguée, épuisée, et souvent, elle va te dire aussi, j'ai pas le moral, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Euh, Parfois, elle te donne même des éléments, depuis la mort de mon père, ou j'ai fait un burn-out, ou euh, je depuis la naissance de mon enfant, tu vois, elle te donne des éléments déclenchants. Parfois, non. Parfois, elle te dit, c'est petit à petit, ça s'est installé, puis j'arrive à un âge où j'en peux plus. Et donc, en écoutant comme ça sa fatigue, tu vas entendre si la personne, elle est dans un besoin de tout contrôler, un besoin de perfection. Donc, tu cherches pas forcément à te dire, est-ce que c'est une fatigue physique, est-ce que c'est une fatigue mentale, est-ce que c'est une fatigue émotionnelle. J'ai classé ça de manière à pouvoir euh, clarifier les choses pour vous ce soir dans les différents types de fatigue, un petit peu pour mettre des étiquettes, ranger les fatigues dans des tiroirs. Mais en réalité, toi, ce qui va t'intéresser, c'est d'écouter tout ce qui sous-tend cette fatigue. Et peu importe dans quel tiroir ça se trouve, tu vois, donc tu peux ouvrir, en l'écoutant, tu peux entendre qu'elle est dans le contrôle, dans le besoin d'être dans la perfection, pour prouver sa valeur, et puis en même temps qu'elle lutte pour sa survie parce qu'elle a perdu tous ses repères à un moment donné et que c'est pour ça qu'elle contrôle. Donc ce que tu dois retenir, c'est que tous ces conflits-là peuvent provoquer de la fatigue. Donc la personne qui sursollicite son corps pour prouver sa valeur, qui est dans le il faut, je dois, dans l'hyper-contrôle, dans la perfection, la personne qui est dans un conflit d'étude rénale, qui n'arrive plus à prendre une direction, qui est dans un conflit d'écroulement, elle a perdu tous ses repères, euh, qui a un conflit du désespoir, voilà, elle n'arrive plus à trouver de sens à sa vie, tu vois. Donc, si déjà tu retiens tous ces conflits, peu importe dans quel tiroir ils se trouvent, tu vas les trouver avec la personne, tu vas entendre. Et c'est pas grave si tu les entends pas tous d'un coup, tu vois. Tu en entends au moins un, et puis tu fais une première séance dessus, ou peut-être il y en a qui se combinent, tu vois. Le thalamus, la perfection, ça peut aller ensemble. Et puis, petit à petit, tu proposes de déverrouiller tout ça et tu vois jusqu'où ça te mène. Donc parfois, comme dans cet exemple de ce monsieur-là, ça sort d'un coup, tu vois, d'un coup d'un seul, il sort de sa fatigue. Puis parfois, ça prend plusieurs séances, tu vois, 3, 4 séances et la personne retrouve de la vitalité. Alors, très bien, ça c'est clair. Et donc, justement, en parlant d'ordre, est-ce que, il y a des aspects verrouillants que tu as relevés et est-ce qu'il y a des aspects non verrouillants, par exemple la fatigue physique? Et donc, commencer peut-être par ce qui verrouille et puis après, Ouais. laisser le reste se libérer? Alors, pour moi, j'allais dire, tous les conflits qui provoquent de la fatigue sont verrouillants. Et c'est pour ça que ça provoque de la fatigue. Ça fait un espèce de frein, boum,
tu vois. Oh, On peut plus oui, avancer. Donc, c'est forcément limitant, tu vois. Donc, le thalamus, on sait que c'est verrouillant. L'écroulement, on sait que c'est verrouillant. Les surrénales, on sait que c'est verrouillant. Le conflit d'épuisement, celui où tu as tellement donné, tellement lutté, boum, ça s'arrête du jour au lendemain, c'est verrouillant parce que c'est pas une vraie vagotonie, c'est pas une vraie réparation. Il faut libérer le conflit, quoi. Donc, c'est vraiment, toutes ces fatigues sont des mises sur pause, tu vois. Donc, c'est par définition verrouillant. Tu n'avances plus avec différentes intensités. Euh, le conflit de perte, il est limitant, il n'est pas forcément verrouillant, ça dépend du type de perte et de comment la personne le vit, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est au moins limitant. Il y a des croyances sur le futur, boum, qui limitent tout. Donc tout est limitant et verrouillant. Donc tu commences par ce que tu veux oui. Ok, et par ce que tu peux. ok, merci. Avec plaisir. Alors, Émilie, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Euh, Donc, pas de nécessité de consulter pour savoir la cause physique de la fatigue. Alors, si, encore une fois, s'il y a de l'apnée du sommeil, c'est ça qui provoque la fatigue. C'est parce que le sommeil est perturbé. S'il y a un syndrome des jambes sans repos, ça perturbe le sommeil, donc la personne est fatiguée. Maintenant, c'est toujours la même histoire. C'est qu'est-ce qui vient perturber le sommeil? Est-ce que j'ai un symptôme qui perturbe mon sommeil, comme c'est le cas de l'apnée ou des jambes sans repos? Ou des bouffées de chaleur la nuit, une transpiration excessive, j'ai entendu plein de choses qui se passent la nuit. Ou bien, c'est l'angoisse de la journée qui fait que je ne dors pas bien. C'est le fait que je tiens toute la journée qui fait que je ne dors pas bien. Le fait euh, que je suis en insécurité qui fait que je ne dors pas bien. Donc ça, c'est différent. Je suis en hypervigilance et donc je ne dors pas bien. Et donc ça en rajoute une couche. C'est-à-dire que, mais le conflit, il n'est pas dans le sommeil. C'est pas j'ai un problème de sommeil, c'est parce que je suis en train de lutter toute la journée et je lutte encore la nuit, et ben, j'arrive plus à dormir et du coup, ça entretient ma fatigue. Donc, il faut bien faire la différence avec ça. Là, il s'agit vraiment de la personne qui vous dit, je suis fatiguée, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait tous les examens possibles, on m'a dit que j'avais rien, on m'a donné un peu de vitamines, mais bon, j'ai pas de carence en fer, j'ai pas de maladie, j'ai rien du tout qui explique ma fatigue et j'en peux plus. Donc, c'est là qu'on va s'intéresser à tout ça. Sinon, s'il y a une maladie physique, bien sûr, d'abord, on s'occupe de décoder la maladie en question. Comment s'appelle le conflit du poisson hors de l'eau? C'est le conflit d'écroulement. Ça, c'est pour parler de l'émotion, ou bien pour parler de l'organe physique associé à ça, c'est le conflit des collecteurs d'urine. Conflit d'écroulement ou des collecteurs d'urine. Merci Fred qui a été très intéressé. Est-ce que la fatigue peut causer les apnées? Non, je dirais que les apnées du sommeil sont causées par un autre conflit qui consiste à, comment dire, faire le mort. Euh, Faire une apnée du sommeil, c'est ne plus respirer. Et donc, le sens potentiel, hein, le code derrière les apnées du sommeil serait il faut faire le mort pour survivre. Faire le mort réellement. Donc, il a vraiment fallu que je fasse semblant d'être mort pour survivre. Donc, j'ai déjà eu des cas de figure comme ça, où dans le transgénérationnel, il y avait eu des histoires sordides où la personne, elle doit faire semblant d'être morte au milieu d'un tas d'autres personnes mortes pour ne pas se faire achever. Donc, c'était des vieilles histoires sordides de guerre. Ou bien, symboliquement, hein, je dois faire le mort, je dois rien dire, je dois pas exister, en fait, pour pouvoir survivre. Donc, c'est assez paradoxal, comme si ma survie dépendait du fait qu'il y a une double contrainte forte, hein. Euh, Ma survie dépend du fait que j'existe pas, que je fais semblant de vivre, en fait. C'est le conflit de l'opossum, si je dois donner une métaphore. C'est le conflit de l'opossum. Alors, l'hypersomnie, qu'est-ce que c'est? Comment on traduit exactement ce symptôme? Je vois que c'était aussi dans la question d'Émilie. Ah bah c'est Émilie. Qu'est-ce que l'hypersomnie? Hyper, j'entends qu'on dort beaucoup, c'est ça? On a toujours envie de dormir plus, dormir plus, dormir plus. Oui, en fait, l'hypersomnie, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on est très fatigué, mais il n'y a pas forcément de raison à ça. En fait, on a un sommeil qui n'est pas réparateur et on a beau dormir, en fait, on est toujours On est fatigué toujours et fatigué. ouais.
alors là, ça s'y prête. Il n'y a pas de raison. On dort, mais il ne se passe rien. Donc, on parle d'hypersomnie parce qu'on essaye de dormir, j'imagine, plus et plus et plus pour essayer de se reposer, mais en fait, il ne se passe rien. Donc là, oui, là, je suis d'accord. Il faut aller chercher derrière qu'est-ce qui fait que la personne... alors, pourquoi elle n'a pas un sommeil réparateur? Parce que son système nerveux, encore une fois, ne se repose pas pendant qu'elle dort. Donc, en apparence, elle dort, mais son système nerveux reste en hypervigilance. Alors, elle ne va pas jusqu'au réveil. Certaines personnes vont jusqu'à l'insomnie, mais voilà, elle a beau accumuler les heures de sommeil, elle ne fait pas son quota de sommeil profond, sommeil paradoxal. Et donc, c'est parce que le système nerveux ne peut pas descendre complètement en vagotonie. Donc, il y a une hypervigilance. Et pourquoi la personne est en hypervigilance dans la journée? Contre quoi elle lutte? Est-ce qu'elle est dans le contrôle? Et on retrouve tous les conflits dont je viens de parler. Mais si par exemple, on nous explique que notre cycle de sommeil n'est pas assez long, exemple, on dort, je sais pas moi, 8 heures par nuit, mais on est fatigué toute la journée. Et en fait, on nous explique que pour ne plus être fatigué, il faut qu'on dorme 10 à 11 heures. Mais 10 à 11 heures pour une personne, c'est énorme sur une journée. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un problème finalement Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, parce que oui, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, si le cycle du sommeil n'est pas assez long, c'est qu'il ne faut pas y rester longtemps. Il ne faut pas rester longtemps dans le sommeil. Tu vois, il faut vite revenir. Il faut dormir très très vite et vite revenir en état de vigilance. Dormir très très vite et vite revenir en état de vigilance. Donc, il y a toujours de l'hypervigilance. Donc, pour moi, c'est la même chose. En tout cas, j'irai chercher là-dedans. Et l'objectif, c'est qu'ensuite, la personne puisse dormir en toute sécurité, elle puisse lâcher prise avec tout son système nerveux en toute sécurité, c'est-à-dire qu'elle cesse de lutter et qu'elle s'abandonne au sommeil. Je serais curieuse de voir, de recevoir quelqu'un en hypersomnie. J'ai reçu beaucoup de personnes en insomnie, c'est-à-dire que pour elles, c'est impossible soit de s'endormir, soit elles s'endorment, elles dorment 3 heures, et puis après, elles ne dorment plus. Et il y a toujours cette histoire d'hyper-contrôle derrière, hyper-vigilance, hyper-contrôle. Bien sûr, la fatigue, le manque de sommeil, c'est la question de Gabriel, peut ensuite engendrer différents symptômes physiques. Par exemple, des maux de tête, des migraines. Donc, ce n'est pas forcément l'inverse. Ce n'est pas parce que j'ai des migraines que je suis fatiguée. Ça peut être parce que je suis dans une fatigue mentale que je finis par souffrir de maux de tête et de migraines. Ça peut être parce que je suis dans une fatigue physique que je finis par avoir des spasmes musculaires, des douleurs articulaires, des douleurs voilà, à droite, à gauche, qui apparaissent, mon corps qui lâche en quelque sorte. Donc, les maux physiques peuvent être consécutifs à la fatigue, bien entendu. Le fait de ne pas avoir sommeil, même si on est fatigué, le sommeil ne vient pas, ça s'appelle une insomnie. Si je suis fatiguée, je voudrais dormir, mais c'est impossible de débrancher. C'est la même chose. Hypervigilance, hypercontrôle, c'est une fatigue mentale. Mais avec plaisir, Gabriel. Bien, alors il y reste encore quelques minutes pour encore une question. Ah, la narcolepsie, là pour le coup, c'est la personne qui s'endort en permanence. Donc là, on est vraiment sur une maladie du système nerveux, si je ne me trompe pas. Donc, ça n'a rien à voir avec la fatigue. C'est plutôt que la personne, c'est la solution de dormir en permanence, de ne pas être présent, de se reposer. J'ai connu des personnes narcoleptiques, mais jamais en consultation. Donc, je ne sais pas, je ne saurais pas vous donner d'exemples de cas cliniques. En tout cas, je n'irai pas chercher la fatigue. Alors, la fatigue peut être également liée à des mitochondries dysfonctionnelles. OK. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'explications, Nathalie? Oui, bonsoir. Donc, moi, je pratique la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Oui, Et donc, j'ai beaucoup de patients qui sont fatigués. oui. Et il y a les Covid longs, par exemple, où les gens sont très fatigués, les syndromes de fatigue chronique. Et bien souvent, ce sont liés à des mitochondries dysfonctionnelles. Donc, les mitochondries, on les a naturellement dans toutes les cellules,
de notre corps, hein, et en fait, elle dysfonctionne. Donc, l'idée aussi, c'est de redonner la fonction à la mitochondrie, chose qui n'est pas très connue. C'est pour ça que je vous ai mis l'information. Ok. Donc, dans ce cas-là, c'est un symptôme physique qui est Oui, général. physique, mais qui peut être lié à l'émotionnel. C'est pour ça que je regarde aussi vos conférences, parce que je trouve que c'est très lié Oui, oui, entre oui. le physique et l'émotionnel. Alors, toute maladie physique, effectivement, est reliée à de l'émotionnel. Quand je dis qu'on s'occupe de la fatigue qui n'est pas reliée à une maladie physique, c'est-à-dire que c'est une histoire d'ordre. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. C'est une voilà. histoire de... Tout à fait. Mais c'est pour ça que je regarde vos conférences. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, je ne connais pas le code des mitochondries dysfonctionnelles, mais vous me parlez de cellules, c'est fascinant. Donc, c'est quelque chose de... Donc, les mitochondries, c'est un organisme de la cellule? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un organisme de la cellule qui permet de donner l'énergie. En fait, Ah, ok. C'est le on moteur a de la des- cellule, quoi. pour donner, je donne toujours des images pour mieux comprendre. En fait, à l'intérieur de la mitochondrie, il y a différents moulins où le sucre et les acides gras vont être oxydés pour donner de l'énergie. Si Oui. la mitochondrie est dysfonctionnelle, ensuite, on a moins d'énergie automatiquement. Mais cette Donc, dysfonction peut être liée à d'autres paramètres par rapport à plein de voies métaboliques, hormonales, émotionnelles, microbiote intestinal, etc. ok. C'est pour Oui, ça que c'est toujours intéressant de connaître la cause. Donc moi, je cherche toujours les causes, mais aussi les causes émotionnelles. Donc c'est pour ça que je vous regarde, hein. Et c'est passionnant. Merci beaucoup. merci à vous. Et donc, c'est passionnant aussi de croiser les pratiques parce qu'on Oui, a des infos comme ça. Donc, si une personne venait me voir en me disant, là là, je suis allée voir Nathalie Genet, je suis fatiguée parce que j'ai un dysfonctionnement des mitochondries dans mes cellules. Donc, j'ai recherché en quoi c'est important que les moteurs des cellules dysfonctionnent. Tous les petits moteurs des oui, c'est cellules. ça. C'est tous les petits moteurs, en fait. Et Ouais, qui sont liés à l'ADN de la mère. seulement, C'est pour ça d'accord. que c'est passionnant de vous écouter, parce que du coup, ça fait plein de chemins dans ma tête différents. Oui, Et je m'intéresse au décodage biologique. J'ai oui. pas le temps de venir vous voir, malheureusement, pour le moment. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai, parce que je me dis que de tout lier, ça serait encore mieux pour les patients. Oui, ce serait Oui, très parce que la bien. dimension émotionnelle, elle est hyper importante, hein. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour vos conférences. Parce que Avec plaisir, de avec pouvoir tout plaisir. lier, ça serait top. Voilà. Malheureusement, après, voilà, c'est le temps qui nous manque. On peut pas être partout. Mm. Et être Alors, bon je, partout. je vais je vais vous donner une hypothèse quand même, Nathalie, puisque Ouais. pendant que vous parlez, je réfléchis. Et donc, la panne des petits moteurs, comme ça, de toutes nos cellules, c'est très fort, c'est très profond. Et j'éteins tous mes moteurs, quoi. Donc, je serais si je reprends ma métaphore de la voiture, je serais dans la panne sèche. C'est vraiment, Tout c'est à pas fait. Moi, je donne aussi la métaphore de la voiture, donc c'était très rigolo tout à l'heure. Et à savoir que les mitochondries, on en a également au niveau du cerveau. c'est ça. Donc les Donc, pannes émotionnelles, les burn-out et tout ça, plus ouais. les émotions. J'irai, peut-être, voyez si vous constatez un vide de sens. J'irai chercher le vide de sens chez ces personnes-là. L'absence de sens, de direction, Oui, souvent c'est à ça. quoi bon continuer, à quoi bon vivre, à quoi bon continuer. Parce que là, c'est quand même fort, on éteint les moteurs. Oui. Et les Covid longs, on éteint les moteurs Mm. aussi. Oui, il y a eu beaucoup de pertes de sens avec le Covid. Exactement. C'est pour ça Oui. que il y avait beaucoup de résonance ce soir dans ce que vous disiez. Ok, merci pour ce partage. Ben, Alors, merci à vous. Merci parce que du coup, c'est très intéressant. avec plaisir, c'est fait pour ça. Alors, on me demande aussi le fait de ne plus savoir se mettre au lit, de se tenir en état de veille le plus longtemps possible. Bah, c'est un état d'hypercontrôle, hein, je sais. Ce sera quoi ta prochaine conférence? Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est que ma prochaine conférence, je ne sais plus. Là, ce soir, je ne sais plus. J'ai un grand trou noir de je ne sais pas. Je suis tellement concentrée sur celle-là que je ne sais plus. En tout cas, elle sera le mois prochain, quelque part au courant avril. Euh, les dépressions, parfait. Non, le cancer du sein, je l'ai déjà fait au mois de janvier. De, on est en mars, de février. J'ai déjà fait celle sur le cancer du sein, donc peut-être ce sera les dépressions. Parfait. Ah bah, ça va bien avec la suite puisqu'on a déjà commencé à en parler. Donc probablement les dépressions.
Alors, sur ce, j'étais ravie de vous accompagner. Je vais bien dire à David de mettre en ligne cette conférence et puis au plaisir de vous revoir la prochaine fois, toutes et tous. Merci.